Hong Kong, les manifestations affectent négativement les marchés. Le rôle croissant de l'armée populaire de libération dans la nouvelle ère. Un marché automobile chinois plus ouvert. La Chine et le Myanmar s'engagent à renforcer leur coopération sur les affaires frontalières. Les villes les plus riches de Chine. L'ancien paradis du shopping en Asie se trouve maintenant abandonné par ses clients. L'impact des manifestations et de la violence à Hong Kong s'est étendu aux détaillants. Les bijouteries et les magasins de cosmétiques souffrent le plus. Les acheteurs et les grands voyageurs restent à l'écart. Beaucoup d'amis me demandent s'ils peuvent se rendre à Hong Kong sans danger. Ils me demandent aussi, est-il prudent de dîner à Hong Kong? Des magasins ont été contraints de fermer temporairement, certains vidant même leurs étagères. La compagnie Sasa, un fournisseur de cosmétiques, a enregistré une baisse de 15,3% de ses ventes dans ses magasins à Hong Kong. La société a déclaré que les manifestations avaient touché directement certains magasins, les ventes ayant diminué par rapport à l'année dernière. Pour la même période, le grand bijoutier Chow Tai Fook a enregistré une baisse de 11%. Bonjour, une autre société de cosmétiques a également déclaré que les troubles sociaux à Hong Kong avaient eu une incidence sur ses performances financières pour le premier semestre de cette année. L'association de gestion de vente au détail de Hong Kong a déclaré que la plupart des membres ont signalé une baisse de plus de 10% de leur vente moyenne entre juin et la première semaine de juillet. Les réservations ont également chuté de 10%. De nombreuses entreprises internationales ont annulé leurs réunions à Hong Kong. Les perspectives pour les détaillants de Hong Kong ne sont pas les seuls à souffrir. Les moyens de subsistance de la population sont désormais également affectés, le Conseil législatif ayant été contraint de fermer ses portes. Chan Kin-por, législateur et président du comité des finances, a déclaré que le chaos retarderait d'importants projets de loi sur le bien-être public à Hong Kong. Cette situation force la suspension des délibérations sur 40 éléments, dont la plupart ont une incidence sur la vie des gens. Ces articles représentent plus de 70 milliards de dollars de Hong Kong, l'équivalent de 9 milliards de dollars américains en crédit, y compris des questions de santé publique et de logement public. Et 450 000 travailleurs risquent de perdre leur emploi. Ils font de mauvaises choses au nom de la démocratie. Chan Kin-por ajoute que pour les entreprises de Hong Kong, le pire reste à venir. L'armée populaire de libération de Chine ou APL, sous la direction de Xi Jinping, est entrée dans ce que l'on qualifie de nouvelle ère. La profonde transformation inclut le système de commandement, la composition de la force, les priorités ainsi que les institutions militaires. Les objectifs sont une force moderne, prête au combat, mais aussi à davantage de responsabilités internationales, telles que les missions d'escorte dans le golfe d'Aden. La nature de son développement et de ses tendances sont expliquées dans ce dernier papier blanc. Aujourd'hui, nous avons officiellement publié le livre blanc de la défense nationale chinoise dans une nouvelle ère. Il s'agit du 10e livre blanc publié par le gouvernement chinois depuis 1998 et aussi le premier document du genre sur la défense nationale depuis le 18e congrès national du PCC. L'objectif de cette publication est de détailler la politique de défense nationale de la Chine dans une nouvelle ère qui est par nature défensive. Le document explique clairement que la politique de défense nationale est défensive par nature et jamais ne cherchera d'hégémonie ou d'expansion. La priorité est donnée au renforcement de l'armée et à la construction d'une force de classe mondiale. L'armée va en soutenir un nouveau cadre mondial pour les intérêts sécuritaires de la Chine et la flexibilité dans la façon de les protéger. Ce papier blanc intervient au milieu d'une situation sécuritaire internationale complexe et d'une compétition stratégique croissante comme l'unilatéralisme mené par les États-Unis. La Chine estime être confrontée à diverses menaces sécuritaires, dont le séparatisme à Taïwan et dans des territoires disputés sur des îles et des récifs, de même que les fréquentes reconnaissances rapprochées de ses eaux territoriales par certains pays. Le papier précise que l'une des missions clés de l'APL aujourd'hui est de protéger les intérêts de l'APL à l'étranger. L'armée revendique une plus grande implication dans les affaires liées à la sécurité mondiale, et cela va en accord avec la montée en puissance de la Chine et ses intérêts dans le monde. Il s'agit du 10e papier blanc sur la défense, le premier remontant à 1998. Ce document expose les aspects changeants de l'armée sous la direction du président Xi Jinping et la transparence croissante de l'armée populaire de libération dans les affaires internationales. Le véritable impact de ces développements, sous les directives issues de la politique de défense de la Chine, devront encore être constatés. Un marché automobile chinois plus ouvert et un marché plus divisé en termes de ce que les clients veulent. Les véhicules électriques sont sur toutes les lèvres. Tout d'abord, c'est une priorité pour que la Chine améliore l'environnement. Ensuite, ils font partie de la conduite de la Chine pour ouvrir davantage ses marchés.
Comme vous le savez, tous les OEM ont leur position mondiale et des partenaires locaux. Ce sont des PME ou des compagnies privées. La question est vraiment de savoir quelle est la valeur ajoutée ou quelle est la valeur qu'ils peuvent encore obtenir de leurs partenaires locaux. Pour le moment, à part l'usine de Shanghai possédée à 100% par Tesla, la plupart des marques mondiales continuent leur stratégie de partenariat. BMW travaille avec Tencent pour ouvrir un centre informatique en Chine destiné aux voitures autonomes. Toyota projette de développer des véhicules électriques et des batteries avec le géant chinois BYD. Et Beijing Auto vient juste d'acquérir une autre participation de 5% dans Daimler et souhaite effectuer des efforts conjoints dans les nouvelles technologies automobiles. Est-ce que nous allons voir d'autres choses se produire ? Auparavant, je pense qu'il était vraiment question d'installer une usine, mais nous voyons aussi qu'il y a de plus en plus le désir pour ces acteurs internationaux d'installer leurs centres de recherche et de développement en Chine et de faire venir une partie de leur technologie et leurs équipes d'ingénieurs localement. Donc je pense que ça va être un bon mix pour les technologies de pointe, mais aussi on voit encore les partenaires locaux se diriger vers la production ou vers les sites d'opération basiques. Les ventes de voitures de luxe sont restées fortes en Chine cette année, alors même que les ventes globales de voitures ont baissé. Nous parlons des acheteurs dans les grandes villes comme Beijing, Shanghai et Guangzhou. C'est là où les marques étrangères brillent. Mais ce n'est pas le cas dans les plus petites villes. On ne parle pas de Wuhan, Nanjing ou Chengdu, mais des villes de rang encore inférieur, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Eh bien là, c'est le terrain privé des constructeurs chinois. Ces villes viennent juste de connaître un éclatement de la bulle immobilière, car les économies locales et le pouvoir d'achat ne peuvent supporter davantage d'achats de logements. Donc si les logements baissent, le secteur de l'automobile baissera-t-il lui aussi ? Le prix d'entrée connaît une baisse. Les désirs des clients changent. Les fabricants d'équipements d'origine se reconcentrent sur les gammes de produits, sans prendre de retard sur les tendances du marché. Les analystes pensent que même les voitures d'entrée de gamme peuvent être lucratives dans un marché chinois plus faible, tant que ces véhicules sont équipés avec les bons équipements technologiques. Cela parce qu'ils pensent que les acheteurs chinois sont encore en train de changer leurs véhicules. Et nous verrons probablement plus de constructeurs mondiaux aller vers le zéro émission, la baisse des prix et les boîtes de haute technologie pour ce qui est de lancer des produits et d'installer des usines en Chine. La Chine est disposée à renforcer la coopération avec le Myanmar sur les affaires frontalières et le contrôle de l'immigration, a déclaré mercredi Zhao Kezi, conseiller d'État et ministre de la Sécurité publique. M. Zhao a tenu ces propos lors d'un entretien avec le ministre du Travail, de l'Immigration et de la Population du Myanmar, U Ten Sui. Saluant le fait que des réunions fréquentes entre les dirigeants chinois et du Myanmar avaient permis de calibrer une coopération stratégique bilatérale globale, M. Zhao a exprimé la volonté des deux pays de renforcer leur coopération en matière de contrôle des frontières et de l'immigration et de lutter conjointement contre les crimes tels que le trafic de drogue, les fraudes par téléphone et Internet et les jeux d'argent en ligne transfrontaliers afin de maintenir efficacement la sécurité et la stabilité des zones frontalières. Pour sa part, M. Ten Sui a déclaré que le Myanmar espérait renforcer sa coopération pragmatique avec la Chine. Pékin et Shanghai ont été sacrées villes les plus riches de Chine, selon un rapport publié lundi par le média chinois Yitze. La liste, qui mesure les soldes totaux des dépôts détenus par toutes les institutions financières ou le montant total en capital, indique la performance de la croissance économique dans certaines régions ou villes. Pékin et Shanghai étaient bien en avance sur d'autres villes car le montant total en capital dépassait les 10 000 milliards de yuans. Les statistiques ont montré qu'à la fin de 2018, les dépôts de Pékin et de Shanghai en renminbi et en devises étrangères s'élevaient à 15 710 milliards de yuans et à 12 110 milliards de yuans en institutions financières nationales et étrangères. Shenzhen a pris la troisième place avec 7 260 milliards de yuans, suivi de Guangzhou avec 5 480 milliards de yuans. Par rapport à Guangzhou, Shenzhen a un agrégat économique plus important et un taux de croissance économique plus rapide, ainsi que la contribution accrue et la proportion du secteur financier dans son économie mise en évidence par la bourse de Shenzhen et un grand nombre de sociétés cotées, a déclaré Peng Peng, vice-président de la Société de réforme économique du Guangdong. En termes de taux de croissance du montant total du capital au cours des 6 dernières années, 8 villes chinoises ont connu une croissance supérieure à 100%, à savoir Shenzhen, Guiyang, Hefei, Changsha, Nanjing, Zhengzhou, Xiamen et Wuhan. Parmi eux, Shenzhen s'est classé premier avec un taux de croissance de 180%,
suivi de Guiyang avec 158% et de Hefei avec 127%. Les capitales du centre et de l'ouest de la Chine, telles que Guiyang, Hefei, Changsha et Wuhan, ont enregistré une bonne croissance, notamment dans les provinces à croissance économique rapide.